Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'ai l'impression que cette année, c'était difficile d'être au Hall for Customer sans parler d'intelligence artificielle. On voit qu'il y en a de partout dans tous les stands. Donc, avec Régis, on a voulu vous proposer une conférence industrialiser votre marketing e-commerce grâce à l'intelligence artificielle. Je me présente rapidement, Christophe Vidal. Je suis donc consultant e-commerce pour la société 410 Gone. On est une agence de performance digitale. On a deux ou trois gros métiers. Le premier, c'est la création et l'optimisation de sites de vente en ligne, avec notamment du Magento ou du Adobe Commerce. Et notre deuxième métier, c'est toute la partie sur le référencement, le SEO et le SEA. Et pour vous parler de e-commerce et d'intelligence artificielle, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de meilleurs choix que Régis, qui est là avec nous. Merci Christophe, enchanté. J'espère que vous passez un bon moment déjà chez Hall for Customer. On va passer 40-45 minutes ensemble. On va essayer de vous montrer pas mal de choses. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. On sera pas exhaustif, mais on sera joignable à la fin de la conf si vous le souhaitez pour échanger ensemble. Donc moi je m'occupe d'Adobe Commerce sur l'Europe de l'Ouest. Donc c'est notre solution de e-commerce évidemment. Mais je vais pas beaucoup parler d'Adobe Commerce. Je vais parler de toutes les solutions en sens large, celles qui participent finalement à créer des expériences clients, à les animer et à faire en sorte finalement de faire du business avec nos clients, quelle que soit notre branche, quelle que soit notre industrie. Donc on va rester assez large et on zoomera si vous voulez en one-to-one après la séance. Et après la séance, n'hésitez pas aussi, on a un stand C65, on se retrouvera un petit peu tous ensemble avec Régis là-bas. Allez, on démarre. On démarre par cette première slide. Clairement, depuis quelques années, peut-être encore plus depuis 1 an ou 2 ans, cette fameuse intelligence artificielle s'est émissée partout dans nos vies, dans nos quotidiens, et forcément, dans le marketing, on la retrouve à plein d'endroits. Que ce soit les réseaux, les search engines, les chatbots, les email suggestions, tous ces éléments-là, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a quand même l'impression que l'intelligence artificielle, elle devient au centre, au cœur de nos vies. On va voir si quelques-uns d'entre vous ont la référence. Skynet, ça parle à qui? Ah, on voit que c'est le plus jeune. Ouais, on est des boomers. Terminator, ça vous parle quand même? Bon, non, notre Terminator, Skynet, c'est l'intelligence artificielle donc qui est là pour combattre les mauvaises choses et qui prend un peu la direction de notre monde et de notre vie. Mais Régis, est-ce qu'on en est là, quoi? Alors moi je pense pas. Je pense qu'il faut être hyper positif et juste pour remettre un peu l'intelligence artificielle à sa place. En fait aujourd'hui, pour donner une image générée par intelligence artificielle, en l'occurrence Firefly, l'intelligence artificielle c'est cet enfant de 3 ans qui regarde un monde très complexe et qui essaye de composer avec. Et finalement, si on regarde notamment l'IA générative, qui est la dernière mouture d'intelligence artificielle qui depuis 2 ans a révolutionné tout ça. En tout cas qui est disponible au grand public depuis 2 ans. C'est un enfant de 3 ans et aujourd'hui en fait l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence générative ne va générer que par rapport à des choses qu'on lui a apprises. Donc finalement elle ne crée rien. Il n'y a pas de création d'innovation. Donc utiliser l'intelligence artificielle pour une entreprise ne permet pas en fait de se différencier. On a besoin de l'humain pour créer cette différence. L'intelligence artificielle est plus ça va nous permettre d'accélérer ce qu'on fait déjà par ailleurs. Donc c'est un moyen et c'est pas une fin en soi. Tu l'as très bien résumé, ça a énormément évolué dans les dernières années. Moi, j'ai une petite anecdote, il y a 3 ans, je faisais une conférence sur un gros salon du numérique à Lyon, le Blend Web Mix, c'était devant un amphithéâtre comble de gens qui étaient venus me voir parler d'IA et d'intelligence artificielle. À l'époque, on avait des versions bêta de ChatGPT, on montrait des trucs, et là maintenant, on a tous du ChatGPT tout le temps sur nos téléphones, et donc en 2 ans, en 3 ans, ça a une évolution de dingue. On le voit ici sur ce schéma, les différentes utilisations qu'on va pouvoir avoir dans nos métiers, dans le marketing. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais on a des chiffres qui nous sont donnés par McKinsey, par exemple, qui nous a indiqué que dans la pratique, 70% des organisations qui ont mis en place des choses en termes d'intelligence artificielle pour leur marketing ont vu leurs revenus s'accroître de 5%. Plus de 5%.
Donc on le voit ici, hein, dans les organisations, on va faire de l'optimisation de l'expérience utilisateur, du forecasting pour la partie sales, etc., etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça se met en place un petit peu partout dans nos organisations. On le retrouve là ici. Encore une fois, les dirigeants estiment que l'IA, elle a un impact significatif dans l'ensemble de ces domaines-là. On va essayer de rentrer aujourd'hui dans quelques-uns de ceux-là avec des exemples concrets, et on va aller là-dessus, et tu vas nous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui. Alors l'IA est une vraie opportunité qu'il faut saisir, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, évidemment, c'est qu'il y a un décalage énorme qui est en train de se créer entre globalement relativement stable dans le temps et à contrario, en fait, des clients, eux, sont très demandeurs d'une expérience qui est personnalisée. Donc 63% exigent une expérience personnalisée et 83% prêts à payer plus pour une meilleure expérience. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers ce qu'on appelle le business de l'expérience, être une marque, donc un service, mais une expérience globale à l'utilisateur. Et pour ça, en fait, un budget de marketing stable ne va pas permettre de le faire. Alors on va parler un petit peu du parcours de notre utilisateur jusqu'à sa découverte, jusqu'à l'acte d'achat chez nous. Hein. Notre objectif, c'est de vendre, on fait du e-commerce. Et ce parcours utilisateur, il est de plus en plus hétérogène, il est de plus en plus divers et varié. On va passer sur notre téléphone, on va avoir des emailing, on va être sur une plateforme de vente, on va être sur un marketplace, on va surfer. C'est-à-dire qu'on va découvrir une marque par plein de canaux d'acquisition. Et en parallèle de ça, on va avoir plein de typologies d'utilisateurs. Donc l'objectif avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir mettre à l'échelle ce parcours d'utilisateur pour venir personnaliser tout ça sur chaque canal, sur chaque client et tout ça en temps réel. C'est canon quand même. Voilà, mais c'est ingérable en termes de nombre de parcours possibles. Et c'est pareil pour les contenus, les assets, les images, les vidéos, etc. Que vous avez besoin de produire pour créer toutes ces expériences-là. Il suffit que vous ayez 1000 produits, vous multipliez par 25 assets par produit, vous multipliez par le nombre de régions, vous multipliez par le nombre de variantes que vous voulez faire pour vos segments clients, voire vos clients si vous les adressez en one-to-one. Et d'un seul coup, c'est des millions d'assets, en fait, que vous êtes capable de générer et de gérer et de diffuser. Et on continue le challenge, hein, c'était encore pas assez compliqué. On va avoir des millions de parcours, des millions de contenus. Hop, je reviens juste avant de contenus, et on va avoir des millions de données. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de votre client dans son parcours, acquisition, engagement, conversion et aussi fidélisation, vous allez accumuler un nombre de data, qui va être impressionnant et dont on ne sait plus quoi faire. Et la problématique de tout ça, c'est que ça a un effet exponentiel. C'est des parcours par la multiplicité des contenus et la multiplicité des données. C'est tout ça qu'il faut gérer pour gérer justement une expérience client personnalisée à l'échelle. La bonne nouvelle, c'est donc que l'intelligence artificielle, c'est une autre opportunité pour venir bien gérer ces millions de données, ces millions de parcours, ces millions d'éléments qui aujourd'hui sont difficilement quantifiables et utilisables. Et chez Adobe, mais ça fait déjà un certain nombre d'années, 10 ans, plus de 10 ans que vous bossez là-dessus. Tout à fait. Alors l'IA, le machine learning, c'est des domaines qui sont même bien plus vieux qu'il y a 10 ans. J'en ai fait moi-même à l'école il y a une trentaine d'années. Donc déjà, on commençait à travailler sur ces sujets-là en recherche. Maintenant, Adobe a réellement investi très très fortement sur ce qui est intelligence artificielle déjà depuis 10 ans et a injecté dans ses produits, d'abord nativement intégré aux produits. Par exemple, dans Adobe Analytics, on est capable de faire la détection d'anomalies pour détecter les parcours un petit peu anormaux et donc gérer une fuite dans le parcours, par exemple, parce qu'il y a un problème quelconque à traiter. Et puis, on a ensuite aussi injecté cette IA, en fait, en la regroupant dans ce qu'on appelle Adobe Sensei aujourd'hui, qui est du coup une plateforme d'intelligence artificielle et de machine learning, et en l'offrant en fait à tous nos produits comme un service qui va pouvoir du coup résoudre un certain nombre de problèmes, que ça soit dans les outils créatifs ou dans les outils marketing.
Et finalement, on travaille là-dessus donc déjà depuis 10 ans. On a beaucoup de clients qui déjà ont commencé à travailler à travers nos outils. Quelquefois, ils s'en rendent à peine compte finalement parce que c'est le service qui est rendu derrière l'algorithme fonctionne, sans qu'ils aient forcément besoin eux d'être experts, d'être data scientists, etc. Et la façon dont on s'y prend en fait, c'est d'aligner, d'être capable d'aligner ces trois sujets dont on parlait, ces sujets de données et d'activation one-to-one, de contenu et d'orchestration des parcours. Les aligner avec des solutions en fait qui se parlent entre elles. Tu peux aller au slide suivant. Pardon. Qui se parlent entre elles et qui vont, si on prend l'exemple d'une campagne marketing, à travers tout le travail qu'il y a à faire depuis le ciblage d'une audience, la création du contenu, la création des expériences, la diffusion, l'analyse de ces expériences-là, vont pouvoir aider à chaque instant avec une même source de données, une même source de contenu, à segmenter, créer le contenu qui va bien et ensuite analyser ce qui s'est passé. Et ça, en fait, on construit ce qu'on appelle un best-of-breed et qu'on a plein de solutions différentes qui s'intègrent entre elles. Bah, le problème, c'est que chacune va avoir ses données, chacune va avoir son vocabulaire, tout ça va pas se parler, souvent ça va être intégré mais pas en temps réel, et on sera incapable en fait de faire ça à l'échelle du coup d'un parcours client omnicanal et en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà avec nos clients. Et si tu vas sur la slide suivante, on a pris par exemple, donc j'ai mis quelques exemples de clients en bas et de résultats sur certains sujets, mais surtout finalement, et donc c'est des choses que je tiendrai à votre disposition si vous le souhaitez, vous passez me voir. On a demandé aux Forrester de faire une étude sur nos clients qui ont mis ça en place pour voir en moyenne en fait finalement ce qu'ils y gagnaient. C'est des investissements qui sont intéressants parce que finalement, globalement, c'est des investissements qui se remboursent à généralement en moyenne 8-9 mois et surtout qui ont un ROI sur une période de 3 ans qui est entre 350 et 450% généralement. Et puis surtout, ça permet une productivité supplémentaire qui permet justement, on parlait du problème des équipes qui sont stables, finalement de faire plus avec moins. Ok, merci Régis pour tous ces éléments. Mais du coup, depuis 2 ans, on a vu les intelligences génératives qui sont arrivées. Qu'est-ce qui se passe de nouveau chez vous, chez Adobe, par rapport à tout ça? Et du coup, ça accélère. Et c'est très intéressant. Alors, on a ajouté à ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'IA as a service. On a ajouté de l'IA générative qui sert sur pas mal de sujets, qui est localisé dans Sensei et dans un modèle de langage aussi qu'on appelle Firefly, qui permet de faire de la génération de visuels, je dirais au sens large, c'est-à-dire d'images. Et on travaille aussi sur la vidéo et sur le son pour les services finalement du marketing. Peut-être tu peux aller au suivant. Ce qui est important et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon dont on le fait. En fait, ce qu'on veut faire, parce que l'intelligence artificielle permet de faire plein de choses, mais elle est aussi difficile à maîtriser. Je pense que vous avez tous essayé d'aller prompter différents outils. Si on parle de visuel, par exemple, parce que du coup, ça va être très parlant à tout le monde, vous avez peut-être essayé Firefly, peut-être, j'espère. Qui a essayé Firefly dans la salle? Quelques-uns quand même. C'est trop timide. Faut y aller. Si je dis pas de bêtises, gratuitement, vous pouvez commencer à tester, à regarder et à faire pas mal de choses déjà. Ou Midjourney. Midjourney, qui a essayé Midjourney? À peu près le même nombre. C'est le même nombre de curieux. On va mettre Dali pour pas faire un peu faire de mécontent. Dali. Le problème, c'est que, allez. Voilà. Le problème, c'est que si vous promptez ces outils-là, bah, vous pouvez générer un peu de tout et de rien, et c'est pas évident. Et puis, vous voyez aussi le risque qui apparaît à utiliser ces outils-là, c'est que finalement, ils peuvent aussi sortir des résultats, bah, dont vous savez pas vraiment d'où ils viennent, et vous savez pas forcément s'ils sont safe commercialement, si vous pouvez vraiment les utiliser. On a vu déjà là des procès qui commencent à être intentés parce que telle ou telle image, tel ou tel visuel a été, je me décale un peu, il y a de la place devant si vous voulez. Et donc c'est hyper important pour les entreprises d'être safe quand elles travaillent sur ces outils-là. Donc du coup, 3 gros sujets. Le premier, c'est que les employés qui vont travailler avec ces outils-là, il faut qu'ils puissent rester dans un cadre de la marque. Votre marque a une plateforme de marque, a des guidelines,
à respecter et c'est hyper important. Et l'idée, c'est de pouvoir entraîner donc les entreprises qui sont nos clients entraînent notre AI avec leur propre asset, leur propre guideline, ce qui permet aux employés qui vont utiliser ces outils-là de rester dans les guidelines de la marque et d'avoir une alerte s'ils dépassent les guidelines, puisqu'on peut être créatif et on peut aller faire d'autres choses, pour pouvoir éventuellement demander un approval s'il y a besoin, le cas échéant. Donc du coup, on va rester quand même, voilà, cohérent avec la marque, cohérent sur tous les canaux, quelles que soient les personnes qui vont utiliser cette IA. Le deuxième sujet, c'est être copilote. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser l'IA faire tout et n'importe quoi et puis le laisser diffuser aux clients. C'est quand même hyper dangereux. Donc il faut que les marketeurs, créatifs qui vont travailler avec cette IA puissent à tout moment changer, adapter, décider des variantes qui sont créées, des assets qui sont créés et éventuellement les modifier. Alors je parle d'assets, c'est aussi textuel. Par exemple, on travaille sur de la traduction, des résumés, des variantes de texte avec des tonalités de texte, etc. Et donc de pouvoir évidemment adapter ce qui a été proposé par l'IA. Finalement, l'IA est un outil qui va vous permettre d'aller plus vite, mais ensuite vous mettez votre touche humaine pour décider ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et le dernier point qui est hyper important, c'est ce que je disais, c'est d'être enterprise ready, c'est-à-dire de pouvoir vraiment rester dans un cadre qui a été déterminé par l'entreprise et qui va apprendre des assets de l'entreprise, des contenus de l'entreprise et rester là-dedans. Voilà. Et donc ne pas avoir demain des problèmes légaux par rapport à l'usage de l'IA qui déborderait le cadre. Du coup, si on reprend l'exemple d'une campagne marketing, par exemple, et tout son cycle, tu vas nous montrer, allez, Christophe. C'est parti. On va vous montrer quelques écrans. Voilà, on démarre par ce premier point. Forcément, la création de contenu. Les IA génératives sont venues vraiment nous aider sur tous ces éléments-là. Alors, on va vous montrer de la création de contenu, que ce soit visuel ou textuel. Vous le savez, nous, on est une agence SEO en référencement. Donc ça, c'est des énormes besoins pour nous. Générer du contenu qui va être bon pour l'utilisateur et bon pour les moteurs de recherche avec du visuel derrière. Alors, premier exemple, Firefly. On en parle beaucoup depuis le début de la conférence. Moi, je suis photographe amateur, en complément d'être SEO et consultant e-commerce. Et j'avoue que j'ai pas mal joué, moi, avec Photoshop et tout ça. Donc derrière, on voit ici des choses où Firefly est capable de venir nous compléter une image incomplète, rajouter des réflexions. L'idée, c'est qu'on va pouvoir lui donner des prompts très simples pour obtenir des choses assez canon. Et si je peux, Christophe, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de fonctionnalité va se retrouver aussi bien dans les outils créatifs comme Photoshop que si pour les marketeurs à travers une interface web hyper simplifiée pour leur donner accès à ces fonctionnalités-là. Donc, du coup, on injecte ces capacités-là dans différents outils en fonction de l'usage qu'on peut en attendre. Deuxième slide sur cette même thématique. Ici, on part d'une voiture qu'on a créée à partir d'un texte, d'un prompt. Et on va pouvoir venir étendre une image, on va pouvoir générer du contenu, on va pouvoir rajouter des effets textuels. Là, on va considérer qu'on va aller de 2 à 8 fois beaucoup plus rapidement, qu'on va être de 2 fois à 8 fois plus créatif dans nos capacités créatives pour notre marque. Allez, on passe sur du contenu un peu plus textuel cette fois. Là, on est directement dans Adobe Commerce et je peux venir lui proposer de venir faire une réécriture d'un texte. Je lui donne un ton de voix engageant, neutre, confident, analytique. Et derrière, il vient retravailler notre contenu automatiquement. Nous, chez 410 Gone, on a aussi, avec ces intelligences artificielles, des outils qui viennent générer automatiquement des descriptions pour des fiches produits. Alors, de manière intelligente, évidemment, en s'appuyant sur des datasets avec des attributs, des caractéristiques. On vient générer des choses bien plus loin qu'un simple prompt où on lui dit « décris-moi ce produit ». Et on va être capable de faire la même chose aussi sur des catégories qu'on va pouvoir même venir générer automatiquement à la volée en fonction des données de la Search Console, par exemple. Il y a des recherches sur ce produit-là, il y a des impressions. On vient générer une catégorie avec des produits et des contenus de manière totalement automatisée, évidemment avec une étape de modération et de relecture par vous-même. Troisième exemple sur de la création ici de newsletters, on va avoir des outils qui vont nous permettre de très facilement venir utiliser ces IA génératives pour nous faire des newsletters qui sont design, artistiques, avec du bon contenu, de qualité, évidemment optimisé pour les différents devices sur lesquels on va venir travailler,
Et vous voyez que c'est super simple. On a des interfaces pour faire tout ça dans Adobe. Et on peut aller plus loin, créer des landing pages, évidemment, pour être le plus efficace possible et venir convertir au maximum. Derrière, je te laisse reprendre le relais. Yes. Bah tiens, je vais prendre la. Allez, prends la zapette. Hop. Non, c'était toujours ouais, moi d'ailleurs, celle-là. Allez, vas-y, je te laisse parler. Bon, on continue sur cette partie image, excusez-moi. Ici, on va venir travailler une même image pour nos différentes variations. On a une version Instagram, une version Twitter, etc. Et qu'est-ce qu'on voit de sympa? C'est qu'à partir de cette image qu'on a déjà générée, on a tout ce qu'il faut. Puis derrière, il est capable de venir nous compléter. Donc typiquement sur l'image verticale ici, et on voit qu'elle a été rajoutée l'élément. Et donc on lui a demandé en une seule version de venir générer l'ensemble de nos images pour l'ensemble de nos canaux réseaux sociaux. Alors, ce que fait l'intelligence artificielle notamment, là, en plus d'étendre certaines images et donc d'inventer le contenu qui manque sur le contenu vertical, c'est de détecter la focale, le point d'intérêt de l'image. Parce que vous voyez bien qu'en fait, quand il est passé en vertical, on n'a pas bêtement pris le milieu de l'image, mais on prend le papa et son fils. Voilà, pour la publicité. Donc, évidemment, elle détecte et elle fait en fonction. Mais si jamais elle se trompe, ça peut arriver. Parce que vous aviez une intention graphique différente, vous pouvez évidemment recadrer le point de focale pour dire non, je veux que tu la génères à partir de ce point-là parce que il y a une raison particulière. Donc toujours le mode copilote. Alors après, quand on rentre dans les outils de marketing sur lesquels on va vouloir commencer à segmenter son audience, d'abord il y a un truc qui est hyper important, c'est avoir ces données d'audience qui soient réellement activables. Donc, je sais pas ce que vous avez construit. De l'autre côté, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a réécrit il y a un peu plus de 2 ans, from scratch, une CDP qu'on appelle RT-CDP, Real Time CDP. Donc, une CDP en temps réel pour collecter de la donnée activable qui peut venir de tout canal, tout point de contact, digital ou offline, et consolider en fait toute cette donnée-là par profil, pour que au fil du temps, en fait, ce soit le trésor de guerre de l'entreprise, notre entreprise cliente d'Adobe qui utilise la CDP, possède ces données-là. On dit que voilà, la donnée est l'or du 21e siècle. Donc l'idée c'est que l'or il soit à l'entreprise en question. Et donc c'est des données qui sont généralement first party, qui appartiennent à l'entreprise et qu'on va pouvoir activer. Et donc là, c'est là-dessus qu'on va se baser sur cette petite démo. Ici, en l'occurrence, c'est pour un manufactureur automobile. Et l'idée, c'est que finalement, au lieu... Alors, on peut très bien être data scientist et aller cruncher les données qui sont dans la plateforme et aller faire des requêtes, etc. Mais là, l'idée, c'est que finalement, on va avoir l'IA qu'on va pouvoir prompter et qui va être notre collègue, qui va nous aider à aller segmenter. Donc là, on lui demande une audience pour vendre des véhicules électriques en Suisse. Et il va nous faire des propositions avec des attributs sur lesquels on va pouvoir filtrer éventuellement, nous faire des propositions de est-ce qu'on veut merger ça avec des données third party qu'on aurait. Donc là, en l'occurrence, on lui a dit oui. Et en fait, il va nous créer ce segment-là qu'on va ensuite, du coup, pouvoir utiliser et activer avec les autres applications. Que ça soit sur du web, du push, du pull, donc du web, de la campagne in-app, SMS, email ou autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, du coup, devient de plus en compliqué. Il y a beaucoup finalement de cas d'usage de différentes solutions. Et du coup, pour simplifier les choses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, et ça c'est très récent, des playbooks qui finalement vont permettre, et là il y a de l'intelligence artificielle derrière, qui vont permettre finalement de dire à la solution ce qu'on cherche à faire en tant que marketeur. Donc vous avez vu à un endroit, il y avait par exemple du churn, donc c'est les clients qui vous quittent. Admettons que vous vendiez des abonnements et on veut réduire le nombre de personnes qui quittent de façon prématurément leurs abonnements. Ou ici, je crois qu'il est passé sur le réengagement de clients qui abandonnent leur panier. Et du coup, en fait, on va simplement donner son business case marketing, dire je veux diminuer la fuite des gens qui ont mis des choses dans leur panier et qui ont quitté. Et lui va vous proposer de base, du coup, des scénarios
de parcours client pour pouvoir aller retargeter ses clients en fonction de ce qui fonctionne. Et évidemment, c'est encore un copilote, c'est-à-dire que du coup, alors vous l'avez vu peut-être très brièvement, on a un parcours client avec des étapes qui sont modélisées pour se dire, bah finalement, je vais attendre X temps. Ouais, j'ai vu. Bon, je vais attendre 6 heures avant d'envoyer un email, et s'il répond alors, s'il répond pas alors, etc. Et donc on a tout un tas de scénarios. Évidemment, c'est un copilote, donc du coup ça donne un modèle sur lequel on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir optimiser et mettre à sa main. Ensuite, la diffusion d'expériences. Quand on diffuse des expériences, quelles qu'elles soient, là on a pris l'exemple de faire une campagne de notification in-app. Donc vous avez une application mobile et vous voulez envoyer une notification. Peu importe, ça pourrait être une notification, une bannière sur un site web, le fonctionnement serait le même. Et en fait, on va pouvoir très facilement demander à l'intelligence artificielle de nous créer des variantes pour pouvoir lancer un test AB sur ces différentes variantes. Et puis ensuite, vous connaissez évidemment la suite. Une fois que ces variantes-là sont créées, on va pouvoir attribuer ces variantes à du trafic, décider de vers quel trafic finalement on l'emmène. Et vous avez vu que tout ça, on reste dans le même outil. On n'a pas besoin de passer d'un outil à l'autre. On reste dans le même outil. Et du coup, on active ça et on va voir toujours dans le même outil le résultat de ces expérimentations, le résultat de ces tests AB pour décider finalement desquels on garde et desquels on quitte. Tout le monde utilise, je pense, un outil de Web Analytics, j'imagine. Donc Adobe Analytics, c'est un outil assez connu et réputé. Et on a mis en place quelque chose d'assez récent qui s'appelle l'AI Assistant, qui permet d'aller prompter. Vous avez évidemment toujours les dashboards que vous connaissez. Vous pouvez en faire des maisons, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez même aller cruncher les données. Mais l'idée, c'est de finalement pouvoir aussi très facilement dire à l'intelligence artificielle, là, quelles ont été les sessions, quelles ont été les sessions web en mai 2023, quelles ont été les différentes commandes qui sont passées par les différents canaux d'acquisition, et il va nous donner les résultats. On a qu'à lui demander finalement assez simplement. Donc finalement, on se concentre sur son savoir-faire de marketeur, le fait de savoir utiliser précisément les outils, d'aller dans tous les menus, etc., n'est plus forcément une fin en soi. Et on va pouvoir prompter comme ça Adobe Analytics pour pouvoir lui demander exactement ce qu'on cherche. Et puis enfin, évidemment, on a besoin de faire des campagnes marketing pour acquérir des nouveaux visiteurs, du nouveau trafic, et tout ça, ça coûte très cher, donc ça doit être optimisé. Et on a évidemment la possibilité, grâce aux données passées, constatées, de pouvoir commencer à prédire quels seront les canaux d'acquisition les plus pertinents pour une campagne donnée et quel budget finalement attribuer à chaque canal pour pouvoir optimiser la performance de la campagne, le ROI de la campagne. Donc voilà, on a pris quelques exemples très aléatoires. C'est un petit aperçu de pas mal de choses. On a essayé de mêler l'intelligence artificielle utilisée sur de la data, utilisée sur du contenu. Mais tout ça est un tout assez cohérent finalement dans un parcours, on va dire, du marketeur qui doit être facile et sans couture. Et donc là, finalement, si on regarde l'IA générative, alors on parle uniquement de productivité ici, mais quelque part déjà, ça nous permet de faire des choses qu'on n'arriverait juste pas à faire à la main, d'abord. Mais simplement même en faisant ces choses-là, le temps qu'on gagne est assez faramineux et ça nous permet aussi de passer à l'échelle. Donc si on multiplie le gain qu'on avait tout à l'heure avec le gain de l'IA générative, clairement, ça nous permet d'aller faire plus avec une équipe qui, elle, pour autant, est stable. Alors évidemment, on sera dispo après avec Régis pour échanger sur tout ça, que vous vouliez, si vous avez dû Adobe Commerce et que vous voulez mettre en place tout ça. Mais avant que vous partiez et avant qu'on passe aux questions-réponses, nous avec Régis, on s'était dit qu'on voulait vous donner 3 points. On s'était dit, ça serait bien que si vous partiez avec ça en tête, vous vous rappeliez que de 3 choses de tout ce qu'on vous a dit. La première, c'était l'IA, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Ne vous trompez pas, l'IA n'est pas au centre du jeu. Restez customer centrique.
C'est votre utilisateur, votre client, qui est au centre de toutes vos stratégies. Alors c'est un point d'autant plus, je rebondis, hein, on s'était dit on en fait un chacun, mais en fait c'est un sujet important parce que j'ai eu beaucoup sur les derniers mois et encore plus semaines, je trouve ça s'est accéléré, de clients qui sont venus vers nous et donc je suis monté sur des meetings. J'en ai un en tête en Italie la semaine dernière. Le CIO vient avec une seule et unique question: il faut que je fasse quelque chose avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous m'aidez à faire avec l'intelligence artificielle? Et donc il y a une sorte de truc, et de se dire c'est la magie dont j'ai besoin pour me sortir du pas dans lequel on est. On me demande de faire plus avec moi, on me demande de faire des miracles. J'ai pas d'autre idée, c'est l'intelligence artificielle parce que c'est plein de promesses et voilà. Donc c'est un vrai sujet. Il avait juste perdu le fil et on a eu une très bonne discussion très intéressante par la suite, mais faut repartir du fond du sujet. C'est le client au centre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la stratégie de l'entreprise et comment on adresse le client? L'IA viendra vous fournir des outils une fois que vous aurez posé les fondations solides en amont. Alors, c'est quoi la deuxième chose qu'on veut pas qu'ils oublient, Régis? Alors, c'est quoi la deuxième chose? Les fondations solides. Du coup, je fais une transition. C'est exactement ça. Et finalement, c'est il y a une expression en anglais qui est pas très belle, mais c'est crap in, crap out. Donc, si vos données, en fait, elles sont éparpillées, disséminées et dans des formats très variés et il y a à boire et à manger, pour être toujours donner ça à l'intelligence artificielle, vous n'allez pas en tirer grand-chose. Donc, il y a un vrai sujet de fond, en fait, de maîtriser un référentiel de contenu, un référentiel de données, les fameuses single source of truth dont les Anglais parlent, pour pouvoir donner ça à manger à l'IA dans des use cases qui sont bien précis pour pouvoir en tirer quelque chose. Parce qu'autrement, on n'en tirera pas grand-chose. Dernier point, c'est un point qui m'est cher parce que j'ai moi-même été e-commerçant pendant 15 ans. Et en tant que e-commerçant, j'ai toujours pensé que ce qui faisait ma réussite, c'était l'innovation. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois un précurseur dans la mise en place de technologies, alors sans que ce soit le centre du chose. C'est pas l'IA fait tout pour moi. Mais aujourd'hui, si vous ne lancez pas de l'IA, des projets IA et de l'intégration d'outils IA, de copilotes IA, de robots collaboratifs IA dans vos projets e-commerce, vous allez prendre du retard. Maîtriser ces outils-là, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous et ça va être un avantage compétitif majeur pour votre business, pour faire du chiffre d'affaires, pour votre marque. Donc c'est le moment, c'est maintenant. Voilà. J'ai même pas eu besoin de demander ce qu'ils applaudissent, parce que souvent c'est... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, en plus, petite subtilité, alors, avant même que j'ai vu le doigt qui se lève, c'est qu'en plus, il y a un petit cadeau. Les trois premiers qui posent une question, donc j'ai dit, monsieur, avant même qu'il le sache, à lever la main, il y aura en cadeau une petite gourde, voilà, que je vais en prendre la première, Allez. comme ça. Donc, c'est pour vous. Donc, les trois premiers qui posent des questions ont droit à une petite gourde. Encore faut-il que ça soit une bonne question. Voilà. On n'a pas dit qu'il fallait que les questions soient gourdes, hein. On s'entend. Merci beaucoup pour votre intervention. On parlait beaucoup justement de l'IA et de son impact dans le volet création, notamment l'aspect national. Je suis curieux de vous entendre sur le volet blog, sur le volet WordPress, pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut engendrer. On bosse beaucoup sur ce sujet-là depuis 3 ans maintenant. Nous, clairement, on n'a pas de pénalité sur le contenu qu'on fait. Au contraire, on peut faire du très bon contenu. Encore une fois, il faut avoir des bons prompts, il faut avoir de la bonne data à l'origine, il faut avoir des bons datasets, il faut lui parler correctement, l'orienter comme il faut. Nous, on a généré des livres blancs complets avec de l'intelligence artificielle et qui sont plutôt quali. Évidemment, il y a toujours une phase de relecture. Maintenant, sur du contenu qui a moins d'importance dans un site e-commerce, on en parlait avec Régis quand on préparait la conférence, on a aussi différentes typologies de contenu. Il est produit majeur, on va aller faire du contenu 100% humain. Des choses où on va faire de l'hybride. Puis il y a des choses où on va se permettre de faire de 100% intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de pénalité sur ces éléments-là. On a du contenu qui est qualitatif, mais on fait pas que du 100% IA. Évidemment, en fonction du type de contenu et en fonction aussi du de l'importance de ce contenu-là, on va venir hybrider et trouver le bon mode. Moi, depuis 3 ans, je fais des blogs et des sites aussi
purement à visée SEO avec que du contenu 100% IA. Malgré les dernières mises à jour, je vois pas de problématique dessus. Ça tient toujours. Donc voilà, il faut faire les choses proprement avec l'IA et ça fonctionne très bien. Je dirais de notre côté, parce que évidemment le contenu textuel est quelque chose de très important pour nous aussi, même si du coup là on montre un peu plus le visuel parce que ça parle encore plus, très visuel justement. Vous n'êtes pas sans savoir que on a 3 clouds, Creative, Document et Experience. Et donc Document Cloud, c'est Acrobat, c'est le PDF que vous connaissez depuis des années. Et alors, je ne sais pas s'il est sorti en grand public, je crois que oui. Nous, on joue déjà avec en interne depuis un moment. En fait, dans PDF, vous avez la possibilité pour vous lire un PDF de 50 pages, un rapport financier de 300 pages, lui poser la question de quel a été le résultat financier de cette année 2023. Et il va nous répondre par rapport au contenu qui est dans le PDF. On peut aussi, du coup, lui dire, résume-moi ce PDF. Donc, on a créé un livre blanc parce que il faut que le fond, il vienne un peu de vous, certainement, sur ce sujet-là. Donc, vous avez créé un livre blanc qui fait 50 pages et qui est très intéressant, mais vous voulez faire un petit executive summary pour, voilà, par exemple, et ben, vous allez pouvoir demander, en fait, à l'IA de vous faire, et vous allez lui demander, je le veux en 3 pages. Et évidemment, il va vous faire différentes suggestions dans lesquelles vous allez pouvoir choisir et que vous allez pouvoir adapter, modifier. Donc voilà, nous on est plutôt l'outil. En fait, forcément, ton livre blanc, il faut qu'il ait du fond, de la forme, il faut qu'il y ait des choses qui soient créées par vous et qui viennent de l'entreprise. Et nous, on est assez vigilants là-dessus. Voilà. Vous avez mentionné que c'est bon comme ça? Ouais. Vous avez mentionné que l'IA, elle dépend de ce qu'elle apprend et donc elle ne crée pas, on va dire, des choses. Vous avez partagé beaucoup les playbooks sur les scénarios automatisés parce que finalement le risque c'est pas que tout le monde finisse par faire la même chose. Tout le monde va prendre le playbook et implémenter finalement les mêmes actions sans grande différenciation. Alors oui et non. 2 choses. En fait, il y a un fond d'intelligence que nous, du coup, il y a le modèle de langage qui est derrière. Nous-mêmes, on l'entraîne. Alors juste pour info, on est notre premier client. On est le Adobe et le Customer Zero sur tous ces sujets-là. Bon, enfin bref, ça pourrait être toute une histoire et une conf à part entière. Donc d'abord, effectivement, on a un premier pré-entraînement pour qu'il y ait une logique derrière qui serve le use case. Mais ensuite, c'est vos données à vous qui viennent l'entraîner. Et pour le coup, en fait, on utilise ces outils-là dans la banque, dans l'automotive, dans le retail, qui ont des besoins qui n'ont strictement rien à voir. Donc en fait, il y a cette couche-là, et c'est comme ça qu'a été pensée la solution finalement, c'est avec ces layers. Donc vous bénéficiez d'un savoir-faire Adobe cross-industrie et qui vous amène déjà beaucoup de choses, mais ensuite c'est sur votre modèle d'industrie, puis sur vos propres données et tout ce qui s'est passé, votre business model, que vont se baser ces recommandations d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est des layers. Merci. Donc je me retourne parce que j'ai la Il y surprise. a une dernière gourde. Une dernière gourde. N'ayez pas peur, hein. Elles sont belles quand Elles sont même. très belles, elles sont très utiles. Utilisez des bouteilles en plastique. Plus. Non, il n'y a pas de tout. Une dernière question. Allez, c'est là-bas. Christine, bon, voilà, Christine a une question. il y Je avait savais bien. Il y avait une question T'as pas de là-bas. question? Il y a une question là-bas. Ah, là-bas. Ok. Donc, vous avez demain donc le micro. Et bonjour à tous. J'avais une question par rapport à la création de contenu. Comment ça se passe, les droits d'auteur à partir de la création, par exemple, d'un article, d'un blog, tout ça. Et parce que vu que l'intelligence artificielle, il prend des informations de partout, à la fin, les résultats, est-ce qu'il y a une citation et est-ce qu'il y a une bibliographie, genre comment faire pour respecter quand même, en plus il y a la CDA, c'est les données personnelles, mais bon, on parle aussi des droits d'auteur, des créations en fait. Il y a un vrai sujet là-dessus. On a pas mal parlé avec Régis quand on a préparé la conférence. Parce que c'est vrai que si demain on utilise un chat GPT sans se poser de questions,
En effet, déjà, est-ce qu'on est propriétaire de ce contenu-là? C'est pas gagné. Les conditions générales d'utilisation sont pas géniales dans ce sens-là. Donc, ce contenu ne t'appartient pas réellement. Et en effet, tu risques aussi d'aller violer des droits d'auteur. Et c'est là où Régis, tu as des réponses toi aussi là-dessus. Donc nous, c'est comme ça qu'a été pensé en fait notre outil. En fait, c'est pour être commercially safe. Donc voilà, faire en sorte que tout le contenu qu'on a ingéré, on maîtrise les droits d'auteur dessus. D'accord. Donc je vais donner l'exemple des visuels, puisqu'on parlait tout à l'heure de Firefly. Firefly a été entraîné sur Adobe Stock, qui est notre librairie d'images, sur laquelle on maîtrise l'intégralité des droits. Donc on s'est pas inspiré à aucun moment d'une œuvre qui pourrait créer un visuel sur lequel un prétendant pourrait dire je reconnais une partie de mon œuvre, etc. Donc en fait, vous avez dans tout ce que nous on va générer la maîtrise du droit d'usage de ce qui est généré. Et ça c'est un point effectivement qui est très important. Si vous le faites avec ChatGPT, avec Midjourney aussi, vous pouvez avoir des soucis. Vous pouvez ne pas avoir les droits de vous servir de ce qui a été généré. Il commence déjà à y avoir des procès d'ailleurs à ce sujet aux États-Unis Bien sûr. sur les productions d'images. C'est ça. Oui. Et donc, rappelez-nous le stand, Voilà. le stand où il faut aller, c'est le C65. Vous saurez tout. On peut leur poser encore plus de questions si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, bonne journée.